Bonjour Emmanuel Cos. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mais vous devriez être en Guyane, non? Vous aussi. Peut-être que je devrais y être, même si vous le savez, en tant que ministre, on est dans une période de réserve, donc on n'a pas le droit de faire de déplacement officiel. Il n'empêche que ce qui se passe en Guyane nous inquiète et nous occupe. C'est une règle qu'il faut transgresser. C'est impossible de la tenir. Vous savez, ce n'est pas moi en tant que ministre, c'est qui peut la transgresser, c'est le secrétaire général du gouvernement. Et surtout, n'importe quel candidat à la présidentielle peut nous attaquer si nous sommes en train de représenter le gouvernement. Donc vous demandez un accord unanime des candidats pour qu'on s'occupe directement de la Guyane. Je vais vous dire, le sujet surtout, c'est qu'on s'en occupe de la Guyane. Il y a là un mouvement de grève mené par pas mal de syndicalistes avec des enjeux notamment sur la sécurité. La mission interministérielle qui a été envoyée en fin de semaine dernière, c'est pas une rigolade comme j'ai pu l'entendre, c'est des hauts fonctionnaires qui regardent tous les problèmes. Pêche, agriculture, sécurité, les questions de manque de personnel, des questions de tension qui sont aujourd'hui au cœur des éléments de revendication qu'on entend. Et l'outre-mer, les outre-mer n'ont pas été une inconnue Très bien, mais attendez, du quand quinquennat. vous dites qu'il y a une délégation de hauts fonctionnaires, on aimerait bien que la ministre en charge de l'outre-mer se déplace. Elle refuse de se déplacer, elle attend je ne sais quoi. Vous savez, la ministre de l'Outre-mer s'est déplacée dans tous les territoires d'Outre-mer depuis sa prise de fonction. Mais on s'en fiche, c'est maintenant. Mais, excusez-moi Jean-Pierre Elkabbach, c'est pas juste maintenant. S'occuper de la Guyane, c'est tous les jours et pas juste quand on est dans une élection présidentielle où des candidats se rappellent qu'il s'agit d'un département de la France. C'est tous les jours. Quand Myriam El Khomri fait les mesures sur le chômage et la prime pour les jeunes, la garantie jeune en Guyane, c'est ça. Quand Najat Vallaud-Belkacem redonne des moyens à l'éducation. Quand Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, redonne les postes de police qui avaient été supprimés sous Nicolas Sarkozy parce que justement, il y a un gros problème de sécurité. C'est ça, s'occuper de la Guyane. Ségolène Royal, elle était la semaine dernière. Et Ségolène Royal y était la semaine dernière sur les questions environnementales, car comme vous le savez, la Guyane connaît aussi des grosses difficultés, y compris, vous le savez, sur la question de l'orpaillage et de tout ce qui est trafic autour de ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une très forte tension. Erika Barretz, la ministre des Outre-mer, a rappelé ce matin un appel au calme et aussi un appel à la négociation. Ça ne veut rien dire, l'appel au calme, à la négociation avec des interlocuteurs qui sont pour eux pas du niveau. Pourquoi on parle de instrumentalisation? Vous dites, votre gouvernement dit récupération politique, instrumentalisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je remarque que pendant 5 ans, ce gouvernement, avec ses 2 ministres des Outre-mer, s'est occupé constamment des Outre-mer, avec 2 lois, un budget de 2 milliards annuels et une évolution très forte, quand une grande partie des candidats à la présidentielle ne découvrent les Outre-mer que maintenant, parce que, comme vous le savez, ce sont des départements qui votent beaucoup, et d'un seul coup, ça les intéresse. Mais je suis désolée, ils étaient où pendant la discussion sur la loi égalité réelle, qui a été adoptée il y a maintenant un mois, qui est enfin une loi pour les Outre-mer, pour justement faire... Qui instrumentalise? Qui instrumentalise l'extrême droite, notamment sur les questions de sécurité, et d'autres candidats qui regardent ça de loin. Aujourd'hui, je veux dire, on est inquiet. On s'occupe des Outre-mer, moi y compris. Tout à l'heure, Patrick Caram, avec Robin Desarbes, il disait « on va vers un bain de sang ». Écoutez, Patrick Caram, mon collègue au Conseil régional d'Île-de-France, je pense qu'il faut de la mesure dans tous les propos. Et aujourd'hui, il faut regarder secteur par secteur les sujets de conflit et d'achoppement et comment est-ce qu'on y a. Et le redire... Ou à Paris ou à Cayenne? Pardon? Il faut travailler. Mais il faut travailler dans les. Mais il faut travailler aux 2 endroits. Écoutez, moi, je me suis occupée aussi de la Guyane sur les questions d'aménagement et de foncier, et je peux vous dire. Mais pour rassurer, même si c'est une opération électorale, il y a quand même une grève générale avec tous les secteurs concernés, ne pas organiser une réunion de ministres symboliquement sur place. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on y travaille et qu'en termes de visite officielle, cela ne devrait pas nous. Mais vous savez, même quand on ne voit pas, nous travaillons. Et moi, j'ai débloqué un établissement public foncier d'aménagement pour ce territoire qu'on a besoin, dans l'indifférence générale. Et pourtant, c'est une des clés de l'avancée de ce territoire. Et pourquoi, alors, il y a ces violences je crois qu'il y a... soulageantes, elles sont là. Non, et alors, qu'est-ce que c'est ces 500 frères qui sont cagoulés, qui sont tout en noir et qui font... la justice sur place et qui dépassent même les revendications des syndicats et qui font peur aux syndicats. Oui, ils font peur à tout le monde. Ils ont fait peur à Ségolène Royal. Enfin, ils n'ont pas fait peur, mais ils ont essayé de lui faire peur il y a 15 jours maintenant. C'est un mouvement extrêmement violent qui est dans un rapport de force très difficile et qui ne veut pas de la négociation quand on lui propose. Et vous savez où est Christiane Taubira, qui est députée de là-bas? Non. Elle n'est plus députée, Christiane Taubira. Non, mais... Elle est une figure de la Guyane, mais par contre, je peux vous dire que les députés de la Guyane, et j'en connais certains, parce que j'ai travaillé avec eux sur les questions d'érosion de la côte et des problèmes maritimes, sont très mobilisés sur la côte. Vous ne demandez pas à Christiane Taubira de s'exprimer? Mais je me demande à tout le monde, c'est pas parce qu'on vient de Guyane qu'il faut s'intéresser à la Guyane. La Guyane, c'est la France. Donc moi, je demande simplement à tous les Français de réfléchir au département d'outre-mer
tout le temps et pas simplement quand il y a une élection électorale. D'accord, il y a des risques de contagion en plus. Alors, les derniers jours, vous êtes en train de vivre les derniers jours d'un gouvernement qui se démonte en ordre dispersé. Vous aviez choisi Benoît, oui. Et vous avez choisi Benoît Hamon. Bah, il a bien commencé, il était bien parti, pourquoi ça ne marche plus? Je pense que c'est difficile aujourd'hui, mais ce n'est pas tant le problème de Benoît Hamon, c'est le problème de cette élection présidentielle. Vous avez le candidat leader de la droite qui est complètement disqualifié et qui pourtant se maintient. Ce qui fait que c'est une campagne qui ne parle... Laissez les électeurs jugent. Mais excusez-moi, quand on est mis en cause, que ce soit vrai ou non, quand on est mis en cause à ce point-là, si on respecte l'institution française, si on respecte la démocratie, on se retire. Et on demande à quelqu'un d'autre de se... Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, tout le débat a tourné autour là-dessus. On ne parle plus des vrais sujets. C'est quoi le projet de société de Marine Le Pen, qui est une candidate d'extrême droite? C'est la préférence nationale dans tous les secteurs et les actions de l'État. C'est ça aujourd'hui qui est sur la table. C'est quoi le programme de François Fillon? C'est la casse du service public et la suppression de postes de fonctionnaires. C'est pas des slogans, non. Je vous donne un exemple. Mais c'est le débat. C'est le débat. Le débat, c'est Je vous parle d'abord, on verra tout à l'heure les autres. Mais Benoît Hamon, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il est abandonné à la fois par les socialistes? Mais il n'est pas abandonné. Dans une phase de transhumance pour beaucoup d'entre eux. Moi, j'ai pas l'impression d'être abandonné. Et quand on voit les François de Rugy, Barbara Pompili, quelques autres qui étaient vos collègues dans le gouvernement, qui sont des Verts, qui quittent, on a l'impression, comme les monos, ils s'en vont pour aller chercher de meilleures graines. Est-ce que c'est par conviction, par opportunisme? Ah ça, c'est à eux qu'il faut le demander. Ce qui est certain, c'est que moi, je vais me dire que... quand on parle de vote utile, le vote utile, c'est le vote des convictions. Et c'est vrai que quand j'entends que certains rejoignent Emmanuel Macron au nom de l'écologie, sincèrement, il faut trouver d'autres arguments. Non, mais ils trouvent d'autres arguments. Non, mais moi, je vous le dis, il faut trouver d'autres arguments. La peur de Marine Le Pen qui menace la démocratie. Mais tout ça, c'est n'importe quoi. Aujourd'hui, il faut savoir se battre pourquoi on fait de la politique. Quel est le projet de société? Benoît Hamon, c'est le candidat de la gauche et des écologistes. Ça peut déplaire à beaucoup de gens. C'est le candidat de la gauche et des écolos. Ça ne marche pas. Excusez-moi. Hélas pour lui. Excusez-moi, vous regardez les sondages aujourd'hui. Moi, je fais campagne, il reste encore 28 jours. Et jusqu'au bout, je vais me battre pour que ça marche. Regardez, Benoît Hamon lui-même dit qu'il est trahi. Il en est persuadé. Écoutez-le. Depuis quelques semaines, s'organisent des ralliements à Emmanuel Macron qui consistent à me planter un couteau dans le dos. Et la dynamique, elle n'est pas du côté de Jean-Luc Mélenchon? Non. Pour l'instant, je parle de cela, c'est-à-dire me planter des couteaux dans le dos. On m'annoncerait même la semaine prochaine une mise à mort avec le ralliement de Manuel Valls à la candidature d'Emmanuel Macron. C'est oublier une chose, c'est que ce ne sont pas eux qui m'ont donné vie. C'est d'abord un vote populaire. Vous vous rendez compte? Benoît Hamon dit « ma mise à mort ». Il anticipe le départ de Manuel Valls. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de connaître les propositions de Benoît Hamon, ce qu'il défend. Il a fait une mue vers l'écologie, qui est la première vraiment forte mue de la part d'un candidat socialiste. Et ça, pour toutes les personnes qui sont inquiètes par l'état de notre monde et de la planète, doivent réfléchir à ces propositions. Non, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui est en jeu, à mon avis, pour l'avenir. Et ensuite, moi, je le redis, rassembler sa famille, rassembler sa famille, rassembler sa famille. Donc c'est ça aujourd'hui. C'est quoi la famille? La famille est partie. La famille, non. La famille, vous savez, c'est une notion globale, large. C'est pas simplement les gens qui sont encartés dans tel ou tel parti. C'est les personnes qui pensent qu'il faut un projet de gauche pour ce pays, qu'il faut du progrès social, qu'il faut continuer des réformes qui sont importantes. Est-ce qu'il faut qu'il cède? Il est piégé là, entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il faut accepter le leadership de Mélenchon pour rassembler la famille? Je pense qu'il aura du mal parce qu'il y a une grosse différence entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, c'est leur position sur l'Europe. Moi, je suis de gauche et je suis prête à me rassembler avec beaucoup de gens, mais je peux vous le dire, je ne pourrai jamais soutenir un candidat qui n'est pas pro-européen. Et moi, je ne vois pas chez Jean-Luc Mélenchon quelqu'un qui défend une Europe. Et sincèrement, quand on voit Trump d'un côté, ce qui se passe en Russie et encore hier avec des choses très très graves, je peux vous dire que ce besoin d'Europe forte, solidaire, vraiment engagé pour ses concitoyens est essentiel. Et c'est pour ça qu'à mon avis, ça a des limites. Mais aujourd'hui, nous avons un candidat qui a été porté en effet par une primaire. Et moi, je vous dis les choses simplement. Je pense que toutes les personnes qui s'étaient engagées à soutenir le système de la primaire, qui après reviennent sur leurs paroles, elles ne sont pas dignes de faire de la politique parce qu'on ne peut pas faire ça. Non, mais vous voyez ce que vous dites, hein, qui vous attaquez là. Oui, j'attaque François de Rugy qui était le candidat. Jean-Yves Le Drian, oui. Non, mais sincèrement,
moi, je me suis battue pour la primaire. On s'est engagé à aller dans ce processus, à donc accepter la fin de ce processus. Vous pouvez pas dire... François de Rugy qui était ministre, il était ministre. Non, il n'était pas ministre. Mais excusez-moi. Il aurait rêvé. C'était Barbara Pompili qui était ministre. Mais vous dites que... Je dis simplement qu'on ne peut pas... on ne peut pas juste décider de savoir si on suit un processus en fonction de qui sort. Et Yannick Jadot, il les a bien défendus. Lui, il a réussi le coup je ne peux pas dire du siècle, mais le coup de l'année. Ça, c'est son histoire. À 1%, il obtient peut-être la possibilité d'avoir 50 circonscriptions. Écoutez, c'est son histoire. Est-ce que ça n'a pas été un handicap dès le départ de la campagne? Moi, je peux vous dire qu'il y a 1 an et demi, quand je suis rentrée dans le gouvernement auquel j'appartiens, c'était pour rassembler justement les écologistes et les socialistes. Donc je suis ravie qu'un an plus tard, Yannick Jadot ait fait la même chose que moi. Après son histoire personnelle et l'histoire de son parti, ça ne m'intéresse plus, vous savez, aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui donnent l'impression d'avoir déjà négligé la présidentielle et qui pensent aux législatives. Vous n'avez pas ce sentiment? Si, j'ai ce sentiment et c'est ce que je vous dis, c'est que le débat de fond, les projets, qu'est-ce qu'on promet aux Français, comment on va avancer, c'est quoi notre place dans le monde. En fait, ce sont des sujets qui sont totalement évacués. Beaucoup de gens se sont mis en retrait à droite comme à gauche de la présidentielle parce qu'ils sont perdus ou ils ne se retrouvent pas dans les candidats. C'est-à-dire qu'il faut sauver sa peau et sauver son siège de député éventuellement. Je ne sais même pas, mais en tout cas, en effet, regarde les chiffres. En même temps, je le rappelle, notre régime est quand même parlementaire. Donc, malgré l'inversion du calendrier, les élections législatives, c'est un peu elles qui font les majorités en France. Vous travaillez en principe avec Benoît Hamon. Vous faites partie d'un conseil politique. Depuis quand il ne s'est pas réuni? 5 à 6 semaines, je pense. C'est normal pour un candidat? C'est pas vraiment à moi de juger de ce qui se passe dans cette campagne, mais en tout cas, il pourrait se réunir plus souvent, oui. Ouais. Et alors, vous appartenez à un gouvernement, Emmanuel Cos, qui est accusé de manipulation, d'écoute et de coups bas. Vous avez vu qu'ils finissent par faire croire aux Français qu'il y a au sommet de l'État un cabinet rose, un cabinet noir. Je vais vous dire, ces accusations portées par François Fillon sont absolument scandaleuses. Pourquoi? D'une part, parce que quand elles sont vraies. Je vais revenir. D'une part, elles ne sont pas vraies, mais c'est vraiment un paravent parce que M. Fillon, ne voulant pas répondre sur les sujets sur lesquels il est mis en cause, décide de faire cet écran de fumée préliminaire. Ensuite, on parle d'un président de la République et d'un gouvernement qui a mis fin aux instructions au parquet. Il faut quand même le rappeler. Jusqu'en 2012, le garde des Sceaux pouvait donner des instructions au parquet dans toutes les affaires. On y a mis fin. Il n'y a plus aucun lien entre les ministres garde des Sceaux et le parquet sur les questions des affaires. Raconter aujourd'hui que François Hollande aurait mis sur écoute François Fillon ou je ne sais quoi, c'est simplement pour faire, je vous l'ai dit, un écran de fumée pour ne pas s'attaquer au vrai sujet. Qu'a-t-il fait de l'argent prévu pour les collaborateurs quand il était au Sénat et à l'Assemblée nationale? A-t-il eu des emplois fictifs? C'est ça le sujet. C'est pas le vôtre, c'est celui de la justice. C'est celui, en effet, de la justice, peut-être des électeurs, mais quand même de la démocratie. Pourquoi? Moi, je fais de la politique. Et par ailleurs, je crois être quelqu'un de particulièrement honnête et qui est assez dérangé par les questions d'argent, parce que c'est pas du tout mon monde. Je peux vous dire que quand j'entends cette histoire de François Fillon, à chaque fois, je me sens attaquée. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on attaque tous ces gens qui sont élus, du petit élu local d'une commune de 50 habitants à un député ou un président de l'Assemblée nationale, enfin je veux dire n'importe quelle fonction, de gens qui font les choses pour l'intérêt national. Innocent il est évidemment présumé innocent. Attendez que la justice... Mais justement... Est-ce qu'il est normal d'épier, d'espionner, mais évidemment que non. Mais qui vous a dit... de piéger des adversaires politiques? Est-ce que vous croyez ça a toujours été le cas? Est-ce que vous croyez que ça se fait? Est-ce que vous croyez franchement que... C'est vous qui êtes dans le gouvernement. Excusez-moi, mais oui, je suis au gouvernement et je peux vous dire que quand je vois les discussions que nous avons chaque semaine sur la situation internationale, la menace terroriste, comment lutter contre Daesh, je peux vous dire que vous croyez franchement que le président de la République, qui est un homme extrêmement honnête, aurait du temps à perdre de savoir ce que fait François Fillon ou d'autres opposants? En tout cas, les fillonistes ont déposé le besoin ou la nécessité, l'envie d'une commission d'enquête. Mais très bien, autre écran de fumée. Moi, je vais vous dire, quand on fait de la politique et qu'on a des opposants, on les base sur le plan politique, avec ses propositions, avec des lois, avec des mesures. Et la réalité aujourd'hui, c'est que je pense que François Fillon a du mal à admettre ce qui s'est fait ces 5 dernières années et donc préfère raconter n'importe quoi à l'encontre du président de la République. Comment vous expliquez que Emmanuel Macron attire autant, qu'il est en train de faire une razzia politique tous azimuts? Est-ce que ce n'est pas le fait que les Français en ont marre du clivage droite, gauche, droite, et qui veulent tenter quelque chose d'autre? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a une envie de renouvellement, ça c'est certain. C'est un homme qui est jeune et je pense que de ce point de vue-là, il attire énormément. Vous avez aussi en effet des gens qui peut-être en ont marre de ces clivages, mais quand même.
toute la vie politique française s'est construite autour d'un clivage droite-gauche. Et avoir un clivage entre la droite et la gauche ne veut pas dire être clivé. On peut faire sur un grand nombre de propositions des accords unanimes. Sous la Ve République. C'est pas tout à fait vrai, même y compris, je vais vous dire, dans la loi que j'ai défendue, qui s'appelle Égalité, Citoyenneté, sur des votes, on a eu. Je me souviens du vote autour de Simone Veil. Non, mais sur des sujets importants. Et par contre, ce qui, je pense, tue un peu tout le monde et crée l'exaspération, c'est qu'en effet, vous avez des clivages qui sont joués. C'est-à-dire qu'à un moment, on a des partis qui sont que dans l'opposition. Et Marine Le Pen, là, elle profite de vos divisions. Elle est en train de faire son miel peu à peu. Et prendre une stature même de femme d'État. Mais c'est bien pour ça que moi, je voudrais en revenir à ce qu'est Marine Le Pen, à ce qu'elle propose pour les Français. Qu'est-ce qui se passe si elle est élue? C'est quoi son programme? C'est, que ce soit dans l'éducation nationale, dans les politiques de logement, sur l'accès aux soins, c'est mettre en place la préférence nationale. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que nous voulons que dans ce pays, on ait des droits et une place dans la société parce qu'on est uniquement français? Il faut se poser les questions. Mais il y en a beaucoup qui vous répondent oui. Par exemple, pour le logement et les HLM. Il y en a beaucoup. Les HLM, c'est votre spécialité. Oui. La préférence nationale. Oui. Elle veut que d'abord les Français soient Mais sauf que la réalité, c'est qu'il y a très peu d'étrangers par ailleurs logés en HLM. Et ce qu'elle dit en gros, c'est quoi? C'est qu'il faut une nationalité pour vivre dans ce pays. Notre pays qui s'est construit autour des immigrations successives, sincèrement. Moi, y compris moi, ou peut-être vous, je n'en sais rien, mais moi, mes grands-parents n'étaient pas français. De quoi on parle sincèrement dans ce pays? Et aujourd'hui, Marine Le Pen raconte n'importe quoi à des gens qui veulent autre chose, qui peuvent être en colère. Moi, je préfère qu'on réponde sur les questions de lutte contre la pauvreté, accès à la formation, accès au logement, et pas au niveau de la nationalité. Pourquoi on vous écoute pas plus souvent? Pourquoi vous parlez pas plus souvent? Je ne sais pas. Je réponds en tout cas quand on m'invite, et vous m'invitez. Marine Le Pen, elle participe à tous les événements de la campagne présidentielle. Oui. Les meetings, les débats à la télévision. Donc elle a sa place comme n'importe quel parti démocratique. Ma question, pourquoi les banques françaises refusent-elles de la financer quand elle sait que un jour ou l'autre, elle aura suffisamment de moyens pour les rembourser? Écoutez, moi j'étais chef de parti, j'étais négocié des prêts pour les élections. Donc je peux vous dire que mon parti, qui n'était pas dans des grandes situations de succès électoraux, avait du mal à emprunter. Je suis étonnée que Marine LePen ait autant de difficultés, mais peut-être simplement parce qu'il faut être transparent. Il faut être transparent pour emprunter à des banques françaises. Je n'en sais rien. Vous pensez qu'elle est allée chercher de l'argent? En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très contrôlé en tant que parti politique. Il faut être transparent, il faut amener des pièces. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'elle a des alliances avec M. Poutine. Et moi, quand je vois hier ce qui s'est passé en Russie avec l'arrestation d'autant d'opposants à M. Poutine, je suis extrêmement gênée qu'une candidate à la présidence de la République soit en lien avec ce monsieur qui est loin d'être un démocrate. Si elle et le Front National sont des dangers pour la démocratie, vous devriez... au moins à gauche, vous rassemblez Mélenchon et Benoît Hamon. Vous avez entendu Marine Le Pen, elle s'en prend à l'Union européenne. Oui. On l'écoute. Ce que je vous dis aujourd'hui, nous allons vivre 3 événements majeurs. L'Union européenne va mourir. Parce que les peuples n'en veulent plus. Nous vérifions une fois de plus que les empires orgueilleux et hégémoniques sont destinés à périr. Je le réaffirme, il appartient aux Français et à eux seuls de décider qui rentre et qui sort de France, qui s'y installe et qui n'y est pas le bienvenu. Non, nous ne voulons pas des migrants de Madame Merkel. Elle n'en veut pas, mais apparemment chez Madame Merkel, ça marche plutôt. Oui. Malgré sa politique migratoire, vous avez vu qu'elle a devancé Martin Schulz, ce social-démocrate, dans la Sarre. Dans la Sarre, et puis je crois la présidente sortante a fait plus de 40%, donc c'est un score extrêmement élevé. Vous savez pourquoi Marine Le Pen combat l'Europe? Parce qu'en fait, l'Europe, c'est la négation totale du projet de Marine Le Pen. Marine Le Pen ne veut pas des migrants, ne veut pas de ceci, ne veut pas de cela. Moi, je veux d'une France qui soit solidaire et qui soit à la hauteur de ses responsabilités. Soyons concrets, au-delà tout simplement, les migrants, nous les accueillons. Vous vous en occupez avec le ministre de l'Intérieur. Absolument. Aujourd'hui, Monsieur Fékel, Mathias Fékel, on devait avoir 30 000 réfugiés en France. Il y en aurait combien aujourd'hui? On devait accueillir 30 000 réfugiés syriens. 4 000 sont venus. C'est tout? C'est tout, parce que c'est eux qui décident de venir. Ils viennent des camps en Jordanie, des camps du Liban. Mais en revanche, il y a des clandestins qui arrivent de plus en plus, qui sont à Paris et qui sont à Grande-Synthe. Nous avons mis à l'abri depuis un an plus de 28 000 personnes. Nous avons plus de 10 000 personnes qui sont dans nos centres d'accueil et d'hébergement. Et beaucoup de ces personnes qui viennent de l'Érythrée, du Soudan, de la Somalie, de la Libye, sont aujourd'hui réfugiées en France. Les personnes que nous avons mis à l'abri de Calais, beaucoup d'entre elles aujourd'hui sont réfugiées. Et à Grande-Synthe, vous avez renouvelé
un accord jusqu'au 31 août, c'est-à-dire que après, c'est le nouveau gouvernement. Pas du tout, mais en tout cas, je pense que notre devoir, c'est de ne pas laisser des gens dans la rue et dans le plus grand dénuement aux mains des passeurs, donc s'en occuper, les amener vers la voie du droit d'asile, donc avoir des droits en France, s'intégrer en France, et c'est l'essentiel. Dernier thème, très rapide, Emmanuel Cos, vous êtes ministre du Logement, on n'entend pas beaucoup parler du logement chez les candidats, peut-être que c'est le signe que ça marche maintenant. Vous avez été 3 femmes ministres du Logement, le quinquennat se termine mieux qu'il a commencé, vous en avez été 2, Sylvia Pinel et vous, pour corriger les absurdités et les blocages de la précédente. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons cette année les meilleurs chiffres de construction de logements des 5 dernières années, et en matière de logement social, les meilleurs chiffres depuis 10 ans. Donc les résultats sont là. Pourquoi est-ce qu'on parle si peu de logement aujourd'hui? Peut-être que ça va mieux. Mais moi, je peux vous dire qu'étant une personne très engagée sur la question du logement, je ne me satisfais pas de très bons résultats cette année. Moi, ce que j'espère qu'il soit aussi bon pendant 10 ans. Si nous tenons ce rythme-là pendant 10 ans... C'est-à-dire en faisant la politique actuelle et pas la politique précédente, en tout cas, début. En effet, et donc en 10 ans, nous sommes capables de relever le défi du mal logement en France. Mais maintenant, il faut aussi que toutes les personnes qui seront au gouvernement, quelle que soit l'issue de l'élection, tiennent un programme ambitieux, une mobilisation générale et un Premier ministre, un président de la République qui, jusqu'au bout, demande des comptes sur la question du logement. Parce qu'en même temps, ce sont des facteurs de croissance, etc. Et d'emploi, absolument. Et croissance et d'emploi. Dernière remarque. Cécile Duflot est avec vous chez Benoît Hamon. Oui. Hein, vous êtes ensemble? Oui. Vous êtes réconciliés? Pas du tout, mais c'est pas le sujet, ça m'intéresse. Et vous parlez? Non. Et pourquoi cette fâcherie? Parce que je suis rentrée au gouvernement il y a 1 an, mais vous savez... Et elle ne vous le pardonne pas? Je ne crois pas. Elle pouvait être ministre, elle, mais pas vous. C'est ce que j'ai lu dans la presse, mais ça m'importe peu. Moi, ce qui m'importe, c'est la vie des Français, leurs conditions de vie. Mais comment vous dites qu'il faut rassembler la famille quand vous êtes deux, vous n'avez pas à vous parler? Mais moi, je me rassemble avec tout le monde. Avec vous-même. Je fais campagne pour Benoît Hamon, je distribue les tracts et les susceptibilités des uns et des autres, je les range dans un tiroir, car c'est pas très important dans la période. Dans la période, c'est l'avenir de la France. Et je veux te dire, dans ce moment-là, il faut que